Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Fabienne et bonsoir Michel. Bonsoir Bonsoir. Benjamin. Bonsoir Amandine, Laetitia, Oran, Hugo, Alam. Et bonsoir à vous tous qui nous écoutez ce soir ou demain ou après-demain en replay par la magie du live. Je suis très heureux, Fabienne et Michel, de vous recevoir ce soir pour parler de ça. Alors, vous ne voyez pas, mais je suis en train de brandir avec fierté, une fierté mal placée, car je n'y suis pour rien, mais votre livre, Premières années d'enseignement, c'est votre livre, Fabienne et Michel, qui vient de paraître chez Retz C'est ça. et dont nous allons parler ce soir, ou plutôt, on ne va pas parler de votre livre, en fait, on va parler des premières années d'enseignement et des nombreux défis que comportent ces premières années d'enseignement. Je vais bientôt me taire, vous faire parler, vous faire vous présenter, etc. Mais avant ça, simplement saluer nos auditeurs Tracy, Audrey, Camille, Angers, Mélanie, Evelyne, Lucie, Jennifer. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dites-nous un peu qui vous êtes. J'imagine qu'il y a des enseignants parmi vous, des gens qui sont dans leurs premières années d'enseignement et qui sont particulièrement intéressés forcément par ce que vous allez raconter ce soir. Mais il y a aussi probablement de futurs enseignants, des gens qui préparent le concours, qui préparent le CRPE. Donc bonsoir Roxane, bonsoir les coquelicots, anciens élèves d'Objectif CRPE, bonsoir les voilà, il y a des coquelicots, donc Milou, PE cette année par exemple, Mandine, qui fait partie des anciens élèves d'Objectif CRPE. Il y a des camélias également, vous savez, on donne des noms de fleurs à nos élèves, donc Evelyne, camélia. Il y a peut-être même des magnolias qui nous suivent, et puis des futurs magnolias, et puis des gens qui ne sont pas élèves d'Objectif CRPE, mais qui s'intéressent à ce métier génial et passionnant dont vous allez nous parler ce soir. Donc, je suis très heureux de vous recevoir et merci d'avoir rendu possible ce live spécial Covid-proof. Michel a fait des pieds et des mains avec son fournisseur Internet et il a la fibre depuis hier. Fabienne a une connexion hors du commun, donc ça devrait très bien se passer. Et nous allons pouvoir commencer. Et pour commencer, j'aimerais vous demander, Fabienne, Michel, tout simplement, qui vous êtes? Qui êtes-vous? Qui es-tu, Fabienne? Qui es-tu, Michel? D'où parlez-vous, comme on disait autrefois dans les années 70? Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre parcours et quel est votre métier? Oui, Fabienne, tu commences? merci Michel. Alors, d'où je viens, j'ai eu un parcours d'enseignante spécialisée. Moi, je suis tombée dedans juste à ma sortie de formation et j'en suis pas encore sortie, j'ai envie de dire. Enseignante spécialisée, alors de tout type de dispositifs sur la difficulté scolaire ou le handicap, en réseau d'aide, en classe d'intégration scolaire, comme on appelait avant les dispositifs dans l'enseignement élémentaire. J'ai ouvert une Ulysse Collège aussi pendant un an. J'ai fait un petit tour en IME. Donc voilà, en termes de pratiques pédagogiques pour les élèves en difficulté et handicapés, j'ai eu un peu tous les profils d'élèves. Ensuite, je suis devenue conseillère pédagogique dans ce qu'on appelait l'ASH, qui maintenant est l'école inclusive. J'ai fait ça une bonne douzaine d'années avec la loi de 2005 au milieu qui est venue bouleverser tout ce qu'on savait faire et qui nous a permis de commencer à mettre en place tout ce qui se passe un peu aujourd'hui. Et puis, j'ai terminé ma carrière éducation nationale en circonscription ordinaire, à peu près 5 ans. Alors aujourd'hui, j'ai pris ma retraite, mais je suis au travail tous les jours. J'ai ouvert une auto-entreprise, donc je suis auto-entrepreneur et je suis coach de vie et de développement personnel. Mais je continue à faire de la formation, des conférences, toujours dans le domaine de l'éducation nationale.
Voilà. Et puis donc l'édition, oui, bah, des bouquins de pédagogie, quelques-uns. Le dernier, c'est celui avec Michel, et j'en suis très heureuse. Et puis j'ai écrit deux recueils de poésie. Voilà. Waouh, d'accord, merci Fabienne, c'est super intéressant ce que tu nous racontes, ça montre bien qu'enseignant, ça peut mener à plein de choses et qu'on peut avoir plusieurs métiers au cours de sa carrière. Et donc tu as été successivement professeur des écoles, c'est ça? C'est ça, Enseignante spécialisée, c'est ça, conseillère pédagogique et c'est ça. aujourd'hui retraitée plus qu'active, entrepreneur, auteur et toujours active dans le domaine de l'éducation, quoi. Oui, oui, absolument. Bah, du coup, je suis maintenant à mon compte, ce qui me permet de gérer mes horaires et puis vraiment de faire ce qui me tient le plus à cœur sans l'institution autour bah, dans laquelle je suis encore. Mais disons que j'ai cette liberté. Je me suis donné aujourd'hui cette liberté de partir relativement tôt, le plus tôt que j'ai pu, dès que j'avais les droits ouverts à la retraite, pour vraiment développer tout ce que j'ai encore envie de partager, mes passions, et le faire d'une manière un peu plus libre que ce que j'ai pu faire auparavant, même si je pense que j'ai eu de la chance dans mon parcours d'avoir quand même beaucoup de liberté malgré tout pour développer mes projets et mes recherches. Ok, super. Alors, apparemment, il y a un petit peu d'écho quand je parle. Ça veut dire que peut-être que Michel ou Fabienne, l'un de vous a mis son haut-parleur un peu fort. Est-ce que vous pouvez baisser, s'il vous plaît, un petit peu le son? Ok, j'ai baissé un peu. Voilà, vous allez nous dire dans le chat si ça va mieux, mais j'espère que voilà. Normalement, on a fait les tests, donc ça devrait bien se passer. Merci en tout cas Fabienne de nous avoir raconté donc Merci. un peu tout ce parcours. Toi, Michel, de ton côté, est-ce que Alors, tu veux nous dire un petit peu, ouais? oui, un peu comme Fabienne, hein, j'ai démarré en 1982, donc ça fait 39 ans que je suis rentré à l'école normale d'instituteur. Et Pareil. j'ai été donc instit pendant pas mal d'années dans diverses classes. J'ai connu les élèves en difficulté, c'est très formateur. Des écoles, à l'époque, ça s'appelait pas des REP, des réseaux d'éducation prioritaire, mais c'était des zones d'éducation prioritaire. Après, j'ai travaillé à la campagne dans des écoles avec des cours doubles, des cours triples, c'est aussi très formateur. Puis je suis devenu directeur d'école pendant 8 ans. Et donc j'ai connu la classe et la direction d'école. Et comme Fabienne, après je suis devenu conseiller pédagogique, d'abord en EPS. Et là, je me suis intéressé en particulier aux questions de conduite de classe. Et j'ai entamé un doctorat en sciences de l'éducation qui m'a amené à faire des recherches sur comment un enseignant pilote une classe finalement, parce que cet aspect-là n'était pas trop développé. C'était l'époque de la grande mode didactique. D'ailleurs, on n'en est pas trop sorti, mais il n'y avait que le didactique et rien d'autre dans la formation des enseignants, et l'aspect conduite de classe n'était pas étudié. Donc, je suis parti en Afrique étudier un peu comment des enseignants arrivaient dans la brousse à piloter 100 élèves, à contrôler 100 élèves et les faire travailler. Wow. Après, donc j'ai fini mon doctorat et j'ai postulé sur un poste de conseiller pédagogique à l'AEFE. C'est pour les postes d'enseignement français à l'étranger. Et j'ai été nommé à São Paulo au Brésil et je m'occupais de toute l'Amérique du Sud pour les établissements français de ces pays-là autour du Brésil. Et j'ai donc vu plein de pratiques à différents endroits. Je suis allé au Pakistan aussi. Voilà. Donc, et là, je suis revenu dans le Luberon, sud de la France, parce que c'est un endroit que j'adore. Et je suis toujours en poste conseiller pédagogique en circonscription et j'accompagne donc les débutants, les profs d'école stagiaires sur les 3 premières années en général. On fait des visites de classe, je les accompagne et quand ils sont en difficulté, j'essaie de les aider à surmonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, quoi. C'est ça, parce que Voilà. merci Michel, passionnant. Dis donc, toi aussi, tu en as fait un paquet de choses dans ta carrière d'enseignant, puis de chercheur et de conseiller pédagogique.
Et l'un et l'autre, vous avez été à un moment, et tu l'es encore Michel, conseiller pédagogique, et c'est peut-être intéressant pour nos auditeurs de bien comprendre ce que c'est qu'un conseiller pédagogique, parce que notamment, je pense à mes chers élèves d'Objectif CRPE qui vont passer le concours, ils vont se retrouver probablement à un moment face à un conseiller pédagogique ou deux à l'oral, et donc je comprends que le conseiller pédagogique est quelqu'un qui accompagne les nouveaux enseignants, nouveaux en particulier, mais peut-être aussi des anciens de temps en temps. Aussi. Et oui, c'est dans l'émission principale du conseiller pédagogique d'accompagner les enseignants sur le terrain avec une priorité aux sortants de formation, mais pas que, puisqu'il y a toute une part de, entre guillemets, formation continue par le biais des animations pédagogiques, ou alors des enseignants qu'on va voir pour une raison ou l'autre qui sont déjà bien installés dans leur carrière. D'accord. Alors, d'abord, j'aimerais vous rassurer sur le fait que le son est OK. Merci Fabienne d'avoir baissé. J'ai baissé, oui, j'étais au max. J'espère que tu m'entends toujours, mais je crois que c'est le cas. Et du coup, tout le monde est tout oui et impressionné par vos CV. Mais vous avez écrit ce livre, Premières années d'enseignement. Pourquoi? Voilà, ma première question, elle est assez bateau, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre sur les premières années d'enseignement? Tu veux que je commence, Fabienne? Vas-y, vas-y. Alors, à la fois, nos deux parcours nous ont amenés à mettre en mots beaucoup de savoir, d'expérience, parler du métier. On a côtoyé énormément de débutants et on était bien conscient de toutes sortes de difficultés. Moi, j'ai calculé entre 1500 et 2000 visites de classe, donc j'ai pu observer énormément de débutants et je retrouve tout un tas de difficultés qui reviennent de façon récurrente. En m'intéressant à la conduite de classe, c'était un aspect aussi particulier du métier qui était peu mis en mots. Souvent, on pensait que les enseignants, soit ils avaient la fibre, ils savaient faire ou pas. Et c'est pas du tout génétique, hein, ça s'apprend, c'est un savoir professionnel, des compétences qui se construisent. Et donc, j'avais envie d'en parler, j'avais commencé à en parler dans ma thèse, ainsi de suite. Et on a été sollicité avec Fabienne par des éditeurs pour justement mettre en mots un peu tout ça, tous ces conseils qui pouvaient servir à des débutants. Et comme c'est le cœur de notre métier, conseiller pédagogique, c'est apporter de l'aide aux collègues qui débutent, c'est quelque chose qu'on a fait très volontiers, quoi. Oui, moi je voulais rajouter que en fait sur notre parcours qui peut sembler, et tant mieux, un peu différent, en tout cas qui se complète bien, on a vraiment une chose en commun, c'est le conseiller pédagogique avec la valence, ce qu'on appelle la valence EPS, tous les deux, et du coup on a quand même, on s'est trouvé beaucoup de points communs et de convergence d'idées sur l'accompagnement des débutants, mais aussi sur la vision du métier. Et ce qu'on a voulu faire en écrivant ce livre, c'était vraiment transmettre nos expériences et aussi apporter ce qu'on a remarqué, c'est-à-dire qu'il y a vraiment certaines problématiques qui sont récurrentes. Comme le disait Michel tout à l'heure, il y a des choses qu'on retrouvait tous les ans. On a fait le constat tous les deux quand on en a parlé. Et c'était assez peu traité en formation. Ça concernait vraiment des difficultés communes, quelle que soit la formation initiale. Les jeunes, ceux qui arrivaient, parce qu'on a aussi des gens qui sont contractuels, hein, qui ne sont pas forcément jeunes en âge, mais qui sont jeunes dans la carrière et qui rencontraient les mêmes difficultés. C'est pourquoi on a vraiment tenu dans ce livre sur les premières années à développer ce qui nous paraissait le cœur du métier et ce pourquoi on répétait vraiment très souvent auprès des personnes qu'on allait accompagner, quoi. Oui, alors moi j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt et vraiment j'ai trouvé qu'il était extrêmement riche et dense et passionnant. Et donc je pense qu'on ne va pas pouvoir tout aborder ce soir et de ce qui se trouve dedans, mais c'est normal et c'est tant mieux. Mais du coup, pour commencer, et puis après on
on entrera dans les différentes thématiques qui composent ce livre, et puis je relayerai également les questions que nos auditeurs ne manqueront pas de vous poser dans le chat. Mais pour commencer, j'aimerais vous demander s'il y a justement des erreurs classiques que font les nouveaux profs ou des difficultés classiques que rencontrent les nouveaux profs. C'est ce que tu disais à l'instant, Fabienne, que vous retrouvez quand même dans votre accompagnement des nouveaux profs des schémas qui reviennent. Est-ce que s'il y avait voilà, un problème principal qui est typique du nouveau prof, quel serait-il pour vous? Et Fabienne, si tu peux encore baisser un petit peu, s'il te plaît, ton micro et ton haut-parleur à la fois, un tout petit peu ton micro et ton haut-parleur, je pense que ça serait encore mieux et on améliorera encore le rendu. Voilà. Alors, j'ai baissé. Ouais. Est-ce que le son est meilleur? Oui. On va nous dire Ok. dans le chat si c'est mieux. Merci Fabienne, pardon pour ces petits réglages. Non, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a des défauts Oui. ou des erreurs qui sont typiques du débutant, quoi? Oui, je commence, Fabienne, si tu veux. Oui, vas-y. Oui, alors, moi j'ai envie de parler, déjà, quand on débute, l'enseignant débutant, très souvent, il a une vision, ce que j'appelle la vision romantique du métier. C'est-à-dire qu'il croit, et c'est important, il faut avoir cette vision romantique pour être motivé et aller se frotter à ce métier complexe. C'est-à-dire qu'il croit que les enfants vont naturellement le suivre sur les chemins du savoir, et que ça va se faire un peu tout seul, quoi. Il suffit de suivre le maître, quoi. Et ça, c'est une erreur complète parce que, en général, on mesure souvent les enseignants sont d'anciens bons élèves et ne mesurent pas toujours comme il faut le fait que l'école, c'est un milieu contraignant et qu'il y a des enfants qui n'ont pas du tout envie d'être là, pour lesquels c'est difficile, c'est très loin de leur culture familiale et ils se sentent contraints. Donc, il y a tout cet aspect contraignant de l'école où on est obligé de faire un tas de choses que des enfants ne vivent pas très bien et du coup, ça ne se passe pas tout seul. Ensuite, attends, t'es en train de dire qu'il ne suffit pas d'être passionné, plein de son sujet, enthousiaste. Il faut réaliser la complexité. Je revis, mais parce que j'ai été moi aussi un jeune prof et j'ai connu ça et là je suis en train de me dire, mais bien sûr, j'étais en plein dans la vision, comment tu dis, la vision romantique du Vision romantique du métier. C'est-à-dire, on est là, on a la flamme et on va la passer. Mais non, en fait, c'est pas ça. Il ne suffit pas d'aimer ça, ça ne se passe pas tout seul. Et il faut construire un tas de compétences parce que c'est un métier très complexe qui a plein de facettes. Un métier de relation avec souvent 25 enfants simultanément. Et il y a beaucoup d'erreurs qu'on va faire. Par exemple, un grand classique, c'est l'enseignant débutant parle trop. Il parle, et pense que les élèves sont passionnés de l'écouter. C'est pas du tout le cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Et beaucoup d'enfants sont lassés d'écouter le maître et font autre chose. Ouais, donc ça dérive très vite. J'ai vu ça dans votre livre, effectivement, il y a tout un truc autour de la répartition de la parole. Et il y a même des stats à l'appui qui montrent que, en fait, un élève dispose d'un temps d'un temps de parole ou d'un temps ou d'un temps de travail, c'est pas la même question, mais qui est assez réduit. C'est-à-dire, si le prof prend toute la place, à un moment, il n'y a plus de place pour les élèves. Ouais. Et après, tu évoques le travail, ça c'est un autre problème. Très souvent, l'enseignant débutant ne sait pas mettre les élèves au travail, tous les élèves au travail. Et le fondement des apprentissages pour les élèves, ça passe par le travail des élèves. Et plus un enseignant fait travailler les élèves, et moins lui, il intervient, plus les élèves ont des opportunités de réaliser des apprentissages. Et ça, savoir mettre tous les élèves de la classe au travail et les faire travailler longtemps et beaucoup, c'est un art difficile. Donc, ça se construit progressivement. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de ça, de la mise au travail? Parce que j'ai découvert plein de choses aussi en lisant votre livre sur la mise au travail et j'ai compris que il suffisait pas de dire allez maintenant faites cet exercice ou allez maintenant là, mais il y a des étapes à respecter, c'est ça, pour mettre un élève au travail, mettre les élèves au travail. Alors là, on s'embarque dans un gros dossier. Là.
Non, ok. Peut-être qu'il Alors, faut on se peut-être la la garde garder pour pour plus après, tard. On celle-là, se la non, de garde pour question? après. T'as raison. Ouais. On retient, on se la note, mais tu dis, dans les erreurs classiques du débutant, il y a la vision romantique du métier, ça va aller tout seul parce que je suis passionné et que, hein. Il y a Et ça marche pas. je parle trop parce que, Voilà, et il y a je ne sais pas mettre un élève au travail et on se garde pour voilà, plus tard comment on fait pour mettre les élèves au voilà, travail. ouais, Ok, ça ouais. va. Parce qu'il y a ensuite, Ouais. il suffit pas de mettre les élèves au travail, mais il faut aller voir ce qu'ils font et être disponible pour observer ce que chacun des élèves fait de la tâche qu'on leur prescrit. Mhm. Et en général, le débutant, il est tellement préoccupé par son propre enseignement qu'il n'est pas disponible pour aller voir ce que font les élèves. Et du coup, il lance des activités comme ça, mais il ne mesure pas les effets que ça a sur les élèves. Et ça, c'est assez difficile, ça ne vient Mhm. pas tout de suite. Ouais. Et enfin, il y a un autre piège caricatural que j'aime bien, que je remarque très souvent. Beaucoup d'enseignants se leurrent avec le côté collectif de la classe et ils engagent une discussion avec un seul élève et ils pensent très souvent que cet échange duel avec le maître, avec un élève, si l'échange fonctionne avec l'élève, ça veut dire que tous les autres sont intéressés, passionnés et suivent en ne ratant rien. Et c'est pas du tout ça qui se passe. Si les autres ne participent pas, en général, ils décrochent et ils savent plus du tout ce qui se passe dans l'échange, quoi. Donc, ça fait beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Je sais pas si tu en vois d'autres, Fabienne. Oui, j'en ai, pour compléter, j'en ai noté trois. Mhm. Alors, pour reprendre sur ce que tu viens de dire sur l'histoire du collectif, on voit souvent les jeunes enseignants focalisés dans l'espace bureau-tableau, qui sont relativement proches et qui, du coup, s'adressent aux élèves des premiers rangs uniquement, hein, dans des échanges presque individualisés, au détriment de tout ce qui se passe dans le reste de la classe. Donc, il y a la question de la position de l'enseignant dans l'espace. Au début, ça, c'est quelque chose que les nouveaux profs n'ont pas du tout conscience. Ensuite, dans la conception des séances, l'erreur, c'est de penser que les élèves savent déjà. Et donc, on imagine qu'il y aurait comme ça des pré-acquis sur lesquels on construit sa séquence en fonction des programmes ou ses séances. Et là, il y a une erreur qui est finalement le niveau de départ n'est pas celui qu'on imaginait et ça engendre des difficultés après de gestion de classe. Le dernier point que j'ai envie d'évoquer dans les erreurs, c'est la difficulté de gérer le temps. On va penser qu'une tâche va prendre 5 minutes parce qu'on a regardé vite fait, pris par tout un tas d'urgences. On a l'impression que ça va aller relativement vite, donc on y consacre 5 minutes. Et puis on se rend compte que oulala, ça déborde, on se fait manger par le temps. Et à l'inverse aussi, parfois on se dit, bah ça, le temps qu'il fasse cette expérimentation, qu'il fasse ce travail écrit, il y en a pour une demi-heure. Et puis en fait, c'est fait en 5 minutes. Et c'est une des grosses problématiques qui fait que du coup, la gestion de classe ensuite est compliquée et qu'on a l'impression de ne pas boucler sa journée, d'être complètement aux abois sur le déroulé qu'on avait prévu, quoi. Ouais. Ok. Donc, ça fait beaucoup de pièges. Ça fait, ça en fait presque ça explique pourquoi on a fait le bouquin. Ça fait beaucoup En de. gros, on les aborde tous les pièges, on essaie de Ouais. les aborder dans le bouquin. Oui. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Et alors justement, on va peut-être essayer de revenir un peu sur voilà, les outils, les trucs que vous donnez pour que l'enseignant débutant puisse à la fois prendre conscience de ces risques qui existent et avoir des billes pour essayer d'y remédier. Et peut-être que on peut commencer par, si vous voulez bien, la question des relations entre le maître et toute une variété d'interlocuteurs qu'a le maître d'école, parce que le professeur des écoles n'est pas un être solitaire. C'est ce que vous dites dans le livre, hein, c'est pas un métier de solitaire, au contraire, c'est un métier de relation.
Et le prof est en relation avec évidemment les élèves pour commencer, c'est peut-être par là qu'on va commencer si vous voulez bien, mais pas seulement, il est en relation avec ses collègues profs, avec la direction, avec des réseaux d'aide, avec l'institution, avec les parents, etc. Et tout ce tissu de relations fait que le maître n'est pas tout seul à se débattre avec les difficultés dont on va parler. Mais la première relation, et peut-être la plus importante, j'imagine, c'est celle de l'enseignant avec les élèves. Et là, j'aimerais vous entendre sur une question que je pense se pose pas mal de nouveaux profs, c'est celle de l'autorité. Parce que on peut se demander, je pense, à la fois à l'avance et une fois qu'on y est, si on a de l'autorité et si on va être capable de faire régner l'ordre dans sa classe ou si ça va être le grand bazar et si on va être complètement dépassé par ce qui va se passer. Donc ma première question, c'est celle-là. Est-ce que l'autorité, on l'a ou on ne l'a pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Est-ce que ça se travaille? Qu'est-ce que c'est l'autorité en fait? Alors, je commence si tu veux, Fabienne. Oui. Alors, déjà, il faut bien se mettre dans l'idée que les relations dans la classe entre l'adulte et les enfants est profondément inégalitaire. Il y en a un qui est adulte, responsable et qui est payé pour être là, et les autres sont petits, ils ne sont pas responsables et ils n'ont pas choisi d'être là, ils sont obligés d'être là. Donc déjà, l'égalité, ça commence mal. Ensuite, par statut, l'enseignant, il a réussi un concours qui est difficile et il a été formé et la société lui reconnaît une autorité de statut. On lui confie la responsabilité d'une classe, souvent il y a 25 gamins, et des apprentissages, de devoir gérer plein de choses assez compliquées. Donc cette autorité de statut, elle est bien, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Ce n'est pas parce que j'ai l'étiquette enseignant que tous les élèves vont me suivre dans tout ce que je vais leur proposer. Et il faut acquérir une certaine confiance en soi pour être à l'aise. Et ça se voit quand je suis à l'aise et que j'ai confiance en moi, je dégage une certaine des ondes positives où on veut bien me croire. Et si je suis stressé, si je n'ai pas confiance en moi, je dégage quelque chose, des signaux non verbaux qui laissent penser aux élèves que lui, je n'ai pas intérêt à lui faire confiance parce qu'il ne sait pas trop où il va, quoi. Et ensuite, il y a l'idée de faire autorité. Faire autorité, c'est avoir construit des compétences, et ça, c'est pas inné, hein, c'est pas dans les gènes que les jeunes collègues ont ça. C'est en se frottant au métier que petit à petit, ils vont construire un répertoire de compétences, un répertoire de gestes professionnels, et ils vont être capables à la fois de gérer la dimension humaine de la classe, permettre à 25 individus de vivre ensemble dans une petite pièce, tous serrés les uns contre les autres pendant 6 heures par jour, et faire tout un tas d'activités contraintes que c'est l'adulte qui les décide en fonction des programmes. Donc, il n'y a pas trop de choix, c'est un choix très, très relatif, même si on veut leur laisser croire qu'ils ont du choix. Et finalement, l'enseignant va imposer toute la journée, pendant 6 heures, à tout un groupe d'enfants, des tâches particulières qui sont supposées leur permettre de réaliser des apprentissages, et avec plus ou moins de savoir-faire. Il va choisir les situations, il va les amener et motiver les enfants pour qu'ils s'intéressent à la conjugaison des verbes du troisième groupe à l'imparfait quand ils ont 9 ans après un match de foot. Ça c'est pas donné, ça va pas de soi, quoi. Il suffit pas de claquer les doigts pour que tous se passionnent par la conjugaison. Et petit à petit, il va devoir gérer des situations complexes. Des fois, il va devoir mettre un cadre en place, le faire vivre, ce cadre disciplinaire de fonctionnement, cadre de vie, et parfois il va même être amené à sanctionner des élèves qui veulent pas jouer le jeu scolaire qui est imposé à tout le monde finalement. Et ça pose aussi la question, tout ça, de la légitimité. Est-ce que, en fait, il ne suffit pas d'imposer les règles de façon autoritaire, c'est pas ça qui va fonctionner. Ce qui fonctionne, c'est quand les enfants acceptent l'autorité du maître et lui reconnaissent des compétences et veulent bien se soumettre à son autorité, à son pouvoir, parce qu'ils le comprennent, ils le trouvent juste et ils acceptent de jouer le jeu. Finalement, l'autorité, on ne l'impose pas, mais
c'est les autres qui nous l'accordent finalement. C'est-à-dire qu'il y a dans votre livre une définition de l'autorité, c'est à la fois le pouvoir, mais ça, il est conféré statutairement, je suis prof, donc je suis le maître. Mais pour qu'il y ait vraiment l'autorité, ce que tu dis là, c'est qu'il faut, en plus du pouvoir, la légitimité, et ça, elle est conférée en fait par les élèves qui la reconnaissent au prof. Voilà. Et c'est pas toujours évident. Cindy nous dit dans le chat, par exemple, oui, c'est ça mon problème, la confiance en soi et en ses enseignements, alors qu'on est à l'arrache, contractuel. Entre parenthèses, dit Cindy, c'est-à-dire elle n'a pas forcément été formée, elle débarque, on l'a prévenue la veille qu'elle devait prendre telle classe, etc. Comment est-ce que vous avez des conseils, des trucs pour essayer d'emporter cette légitimité, cette reconnaissance par les élèves eux-mêmes de l'autorité du maître? Alors, quelques conseils peut-être dans la suite de ce que je disais. Je crois qu'effectivement, quand on débute, le métier est tellement complexe, il a tellement de facettes, que je crois qu'il faut se donner un cap simple et accessible. Et au début, c'est arriver à mettre tous les élèves au travail. Donc, leur concevoir en amont quand on prépare, et des fois on n'a pas beaucoup de temps, quand on arrive à l'arrache dans une classe, on n'a pas beaucoup préparé, mais il faut disposer d'un tas de tâches, d'idées pour pouvoir mettre les élèves au travail, leur proposer des tâches qui au début ne sont pas trop complexes, parce que si on propose une tâche que les élèves ne comprennent pas, on va se perdre dans une passation de consignes inextricable, et il faut arriver à les mettre sur du travail relativement simple. Et la base du jeu scolaire, c'est l'adulte, l'enseignant propose des tâches à ses élèves, et les élèves, leur rôle, c'est de se mettre au boulot, de faire le boulot, et c'est supposé leur permettre de réaliser des apprentissages. Donc cette base-là, il faut qu'elle fonctionne. Et si l'enseignant arrive avec du matériel, des tâches qu'il a conçues et qu'il peut proposer à ses élèves et qu'il arrive à mettre tous ses élèves au travail, ça va lui permettre de créer un climat assez serein. Et si on n'arrive pas à mettre ça en place, ça crée du stress chez l'enseignant, ça crée du stress chez les élèves, et le contrat de base n'est pas rempli. Et du coup, cette confiance ne peut se construire qu'à partir de là. Donc, c'est vraiment la base de la base, de mettre les élèves au travail, et ensuite de réguler, parce qu'il y a tout un tas de choses plus ou moins imprévues qui se passent derrière, et quand on n'a pas construit ses compétences, toutes les compétences de ce métier, on est en difficulté. Et donc, pour les amoindrir, il faut revenir à ce fonctionnement de base, je dirais. Les élèves travaillent et le maître propose des tâches et supervise et accompagne, quoi. Tu vois d'autres choses, Fabienne? Oui, j'avais envie de rajouter par rapport à l'autorité et puis au doute qu'on peut avoir quand on prend une classe à l'arrache ou dans les premières semaines, de toute façon, septembre-octobre, on est en pleine construction. Ce que je voulais compléter dans ce qu'a dit Michel, c'est que même si on démarre, même si on n'est pas sûr de soi, il faut incarner le rôle de pilote. C'est l'enseignant qui est là, c'est lui l'adulte. Les élèves, de toute façon, vont essayer de tester un petit peu jusqu'où ils peuvent aller pour repousser les limites. Il y a quand même une propension, même chez les petits, à vouloir transgresser les règles, hein, parce qu'ils n'ont pas envie de faire cet exercice à ce moment-là. Voilà. Donc, ils vont essayer de toute façon de tester un petit peu. Et donc, l'enseignant, même débutant et surtout débutant, il faut qu'il incarne, il faut qu'il se dise, voilà, je prends la classe, c'est moi qui pilote, les élèves vont me suivre. Je pense que ce qui peut construire l'autorité aussi, c'est le fait d'être un modèle. C'est aussi de ne pas vouloir, pour que ça se passe bien, imaginer, voilà, on va être très familier, on va être un peu copains pour se mettre un peu les élèves dans la poche. Ça, c'est une grosse erreur parce que, évidemment, les élèves vont jouer là-dessus et peuvent complètement perdre pied par cette familiarité que l'enseignant lui-même a induite. Et pour moi, le troisième point pour l'autorité, c'est aussi la justice, le fait que l'enseignant est garant du cadre. Souvent, on met des règles de classe en place et puis voilà, pour tout un tas de raisons, finalement, on assouplit une règle, on fait de la différenciation. Alors, on va dire oui à l'un et puis à l'autre, on va lui dire non, on ne va pas autoriser. Et ça, c'est vraiment la porte ouverte à une perte d'autorité parce que les élèves sont évidemment
extrêmement conscients des différences qu'on instaure soit les uns entre les autres, soit par rapport à un règlement qu'on ne tient pas. Donc, pour construire l'autorité, je pense qu'il faut être le garant des règles qu'on met en place. Il faut être juste autant qu'on peut et surtout être un repère. Parce que la pire chose, c'est de se faire grignoter au fur et à mesure ou de pas tenir soi-même quelque chose qu'on a instauré pour les élèves. Ça, c'est... Super. Alors, je vais juste essayer de récapituler ce que vous nous avez dit pour faire autorité et pour que les élèves reconnaissent au maître cette autorité, cette légitimité. Michel, toi, tu dis le conseil, c'est vraiment arriver à les mettre au travail. Et déjà, Oui. ce sera un grand truc de gagner. Et Fabienne, tu complètes en disant il faut arriver à incarner le pilote, être un pilote. Un repère. Un repère. Voilà. Et tu dis aussi, pardon, là j'ai la troisième idée, ta troisième idée, Fabienne, c'était la justice. Oui. Et la deuxième, c'était ne pas être trop familier. pas être trop familier, ouais, c'est ça. On n'est pas Voilà. les copains, on n'est Voilà. pas là C'est un pour piège. séduire. Moi, je me souviens, ma pire année d'enseignement et la seule mauvaise année d'enseignement que j'ai vécue, c'était avec des quatrièmes. Et je sortais d'une année facile avec des premières, ça s'était bien passé, machin. Et je m'étais lancé avec ces élèves de quatrième dans une première séance pour faire connaissance, machin, avec un truc, mais très débridé, très fun, très un peu fou, etc. Mais oh là 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 là, quelle erreur, quelle erreur. Je sais plus ce que j'avais fait comme jeu ou machin, et j'étais en mode copain, quoi. Mais non, surtout pas. Non, surtout pas. Très dangereux, ouais. Très dangereux. Et alors, ça, c'est un truc qui me frappe quand même. Votre ouvrage s'appelle les premières années d'enseignement. Je le remonte parce qu'il y a des questions dans le chat. Donc, les premières années d'enseignement de Michel Bourbao et Fabienne Ramon, que vous voyez en ce moment nous livrer leurs secrets d'expérience. Mais au sein de ces premières années, il y a peut-être un enjeu spécifique non seulement sur la première année, mais peut-être sur la première période et peut-être même sur la première journée. Enfin, est-ce qu'il faut accorder un soin particulier au tout premier moment? C'est fondamental. Ouais. Oui, absolument. Vous confirmez? Absolument. Oui. Est-ce La que première vous journée, avez la des première conseils semaine. justement pour cette première journée ou cette première semaine? Tu veux commencer? Alors oui, pour concevoir la première journée, il faut vraiment, comme disait Michel, prévoir des contenus, mettre les élèves au travail, pas perdre trop de temps à discuter ou à vouloir entrer en relation. La classe démarre, donc il faut que la classe, dès le début, tourne, c'est-à-dire que il y ait des activités. Alors, on peut démarrer par de l'observation, mais il faut des tâches écrites. Il faut vraiment englober différents domaines disciplinaires. Il faut essayer de remplir, le mot n'est pas joli, mais il faut essayer de profiter au mieux des heures qui sont à l'emploi du temps en proposant des situations pas forcément très compliquées, mais dans lesquelles les élèves vont pouvoir s'investir. De toute façon, ils arrivent à l'école, ils sont contents, ils ont envie de bosser. Hein. D'accord, donc on commence par de la mise au travail en fait. Enfin, oui. Il ne faut pas chercher à établir une constitution de classe d'emblée, parce que je vois dans le chat quelqu'un qui dit construire les règles avec les élèves. Peut-être un bon moyen. Les deux. Et je sais que vous êtes d'accord avec ça parce que je l'ai lu dans le livre, mais c'est pas forcément dès le premier jour, c'est ça? Alors, moi je crois que oui, à la fois Fabienne a raison, il faut arriver avec des contenus. On ne peut pas arriver les mains dans les poches et se dire ça va bien se passer, on va passer son temps à faire du relationnel. Pas du tout, ça part sur des contenus.
Et il va falloir profiter au travers de chaque contenu qu'on apporte pour dire, ben voilà, pour l'écriture, on va faire comme ceci, comme cela. Pour la lecture, on va utiliser tel outil, on va faire comme ceci, comme cela. Et on le fait, et on l'expérimente. Et donc, ça va doucement parce que les élèves découvrent. Et tout est à découvrir le premier jour, et pour l'enseignant et pour les élèves. Mais ces premières journées, elles sont... C'est un piège parce qu'elles se passent toujours bien. Même si après ça va dériver, au début ça commence bien, parce que les élèves sont curieux, ils sont contents d'arriver à l'école, ils ont passé souvent 2 mois de vacances et certains s'ennuient un peu, ils sont contents de retrouver les copains et ils se demandent quel est l'enseignant, le prof avec qui on va vivre toute une année. Ah oui, et du coup, ils sont en observation. Ma première journée horrible, machin, en fait c'était génial sur le moment, c'est après que C'était je cool, vais hein. souffert. C'est ça. Voilà, ils sont très cool parce qu'ils sont en phase d'observation, ils se demandent qui est l'adulte en face de nous. Et ils observent tout, ils écoutent tout ce que vous dites, ils enregistrent tout et ils se font une idée. À la récréation, ils en discutent. En sortant à la cantine, ils en discutent. En discutant avec les parents le soir, ils en parlent. Et entre eux, ils en parlent et ils se font une première représentation de l'enseignant. Et il vaut mieux passer pour quelqu'un d'exigeant, de strict, qui met au travail, qui est dans la caricature du rôle d'enseignant, qui pose un cadre avec des tas de règles et compagnie. Et quitte après à ce que les gamins disent plus tard, il a l'air raide et compagnie, mais ça va s'assouplir dans le temps, plutôt que de passer pour quelqu'un qui est trop cool, trop sympa, et avec qui on ne va pas bosser, on va bien s'amuser. Parce que là, redresser les choses et remettre des élèves au travail qui pensent qu'ils vont s'amuser le lendemain, ça devient plus compliqué, quoi. Donc, on a vraiment intérêt de faire, comme dit Fabienne, d'amener beaucoup de travail et d'avoir réfléchi à plein de choses, d'avoir énormément préparé en amont, d'expliciter ce cadre, donc de donner les règles au fur et à mesure, mais de ne pas passer son temps à discuter, parce que si les élèves ne sont pas actifs et qu'ils vous écoutent parler pendant 1 heure, ils vont décrocher, ça va partir en vrille, quoi. Donc, il faut régulièrement les mettre au travail et ponctuer entre les différentes étapes de travail par des explications sur comment on va faire, comment on va s'y prendre, quelles sont vos exigences, ainsi de suite. Ces premières règles de vie sont essentielles. Je pense que pour aider les auditeurs, à mon sens, il faut arriver en étant assez clair, même si on débute, sur les règles de fonctionnement qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions. Est-ce que je vais autoriser les élèves à se déplacer? Parce que dans les premiers jours, il faut aller ranger des choses. Est-ce que j'autorise les élèves à se déplacer? Quand, comment, pour quel motif? Et déjà prévoir les modalités de fonctionnement. Ensuite, si les élèves parlent, comment les élèves parlent? Est-ce que je tolère un certain bruit? Parce que on a autant d'enseignants qu'il y a, autant il y a de seuils de tolérance différents sur et les déplacements d'élèves et le bruit dans la classe et la manière de s'adresser à l'enseignant. Donc, je crois qu'en amont, il faut essayer d'être au clair sur ces choses-là parce que ça sera la base du fonctionnement de la classe et ça doit se mettre en place dès le premier jour. Ouais. Et il faut prendre le temps, quand on observe, si on est au clair là-dessus, il faut prendre le temps d'observer comment ça se passe et de dire, bon, là, attendez, il y a trop de bruit, on va s'arrêter le temps qu'il y ait moins de bruit. Et là, on instaure une règle de fonctionnement. Si les élèves commencent tous à se lever pour aller chercher du matériel à droite à gauche, on va leur dire stop, on va mettre en place cette règle-là. Et si on construit, je pense qu'il faut construire avec 2-3 règles de base et en rajouter peut-être par la suite, mais ça doit se faire dans le premier jour ou en tout cas dans la première semaine. Je ne sais pas ce que tu en penses, Michel. Ah oui, moi tout à fait. J'ai peut-être des illustrations, je peux vous raconter 2 anecdotes. Ah ouais, raconte-nous. J'aime bien filmer le premier jour de l'année dans une classe. Donc ça n'arrive qu'une fois par an, le premier jour. Donc je fais un petit film par an et j'en ai fait plusieurs. Ça m'a pris plusieurs années. Et c'est très différent dans une classe de petite section et dans une classe de CM2. Par exemple, j'ai le souvenir... C'est bien parce qu'on a une question justement là-dessus d'Amandine qui demande est-ce que ce que vous dites est valable aussi en maternelle, notamment en petite section. Donc... Alors, oui, le principe est le même, sauf que ça ne se passe pas de la même manière. Alors, par exemple, l'année où j'ai filmé le premier jour dans une classe de petite section, c'est dans la classe d'une maîtresse qui s'appelle Chantal, expérimentée. Et il faut savoir que les petites sections n'ont jamais été à l'école de leur vie. C'est le premier jour de leur vie qu'ils vont à l'école, qu'ils quittent leur maman pour toute une journée. Et du coup,
en général, on a plein d'élèves qui pleurent parce qu'ils n'ont pas leur maman et ils sont avec plein d'inconnus, avec plein d'enfants qu'ils ne connaissent pas, avec deux adultes, là, une maîtresse et une ATSEM qui ils les connaissent pas. Au mieux, ils les ont vus un peu avant au mois de juin pour faire connaissance avec la classe. Ils sont morts de trouille et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, tous ces gamins, il y en a plein qui braillent de tous les côtés et il faut s'appuyer sur les quelques gamins qui ne pleurent pas pour essayer de mettre en place une activité très simple avec des jeux, les mettre en activité sur des jeux très simples qu'ils découvrent. Donc, il faut avoir tout installé de partout et laisser les gamins s'approprier ces jeux, se calmer, faire connaissance avec leurs voisins. Et du coup, là, on met en place les premières règles. Par exemple, j'avais vu qu'elle mettait en place, elle a laissé longtemps les gamins jouer un peu librement. Et au bout d'un moment, elle a voulu les regrouper. Elle a expliqué, elle a donné un maracas à un élève et elle lui a dit, voilà, tu vas faire du bruit, tu vas te promener dans la classe et en disant, on range et on va se regrouper. Et rien que ce travail d'arrêter un jeu, de le ranger et de s'asseoir autour d'un tapis ou un coin regroupement, c'est tout un boulot qui est très compliqué le premier jour, mais après, la maîtresse a raconté des histoires, donc elle a fait tout un tas de choses pour que les gamins acceptent sa présence, acceptent son autorité, acceptent de faire à un moment donné des jeux parce que c'était autorisé, puis à un moment, il fallait les arrêter et les ranger pour aller se regrouper, travailler ensemble et échanger. Donc en petite section, c'est particulier. Et une autre anecdote, j'ai filmé une maîtresse de CM2 qui était aussi directrice le jour de la rentrée, donc étant directrice d'école, elle était dehors avec les parents et compagnie, puis au bout d'un moment, elle dit à ses élèves qui sont grands, bon, vous entrez. C'était un signal pour les parents, pour leur dire maintenant je vais m'occuper de mes élèves, donc vous me posez vos dernières questions, on arrête et je rentre en classe, je deviens maîtresse. Et moi, j'étais dans la classe, je filmais les gamins qui s'étaient assis, qui commençaient à discuter, qui étaient cool. C'était des anciens CM1 qui avaient quand même 7 ou 8 ans d'expérience de l'école, donc ils étaient à l'aise. Ils étaient les vieux de l'école. Et la maîtresse est rentrée, elle s'est mise devant le tableau, elle a croisé les bras, elle a attendu que le silence se fasse sans rien demander. Et rien que les élèves, avec leur expérience de l'école, ils ont compris que la maîtresse attend, et c'est le premier jour, donc on va se taire et on va voir ce qu'elle va nous dire. Et quand le silence a été absolu, elle a dit un petit bonjour. Donc les élèves ont dit bonjour. Et elle a dit, voilà, je vais vous expliquer, il y a deux choses qui me paraissent importantes. Quand on arrive, je tiens à ce qu'on se dise bonjour pour démarrer une bonne journée ensemble. Et la première des choses, c'est qu'on ne s'assoit pas et on reste debout. Ça veut dire, c'est une façon de dire bonjour. Et elle a attendu. Et du coup, les gamins, ils ont gambergé, puis au bout d'un moment, ils ont tous compris qu'ils étaient tous assis, qu'il ne fallait pas être assis, ils se sont levés, ils ont attendu, et ils ont attendu en silence. Alors, elle a attendu que tout le monde se lève, et quand tout le monde était debout et silencieux, elle a dit merci. Donc là, c'est votre façon à vous de me dire bonjour, et moi, je vous réponds un bonjour collectif, mais je peux aussi le dire individuellement à l'extérieur quand on se croise. Donc, elle a commencé à expliquer les règles, et en mettant un cadre très très strict, et ces élèves-là n'avaient pas l'habitude de se lever parce que dans les classes précédentes, les enseignants ne le demandaient pas, mais elle l'exigeait, et la première minute de classe, c'était sa première exigence, et elle a commencé comme ça à poser les cadres de fonctionnement, et bien sûr, ça a très bien fonctionné, c'est devenu une habitude. Mais donc, ces premières journées sont vraiment importantes, et il faut bien les anticiper, parce qu'on va donner une image qui va rester longtemps dans la tête des élèves. Oui. Si je peux rajouter quelque chose, alors on a parlé de la première journée, mais du coup, elle est englobée dans la première semaine de prise de contact. Et donc, pour aborder, pour construire cette première semaine, il faut vraiment se faire déjà une trame d'emploi du temps pour savoir où on va, pour pas tous les soirs se dire oh là là, punaise, qu'est-ce que je fais demain. Donc, l'emploi du temps de la semaine, même si on n'est pas complètement raccord avec les programmes et les horaires officiels. J'entends Larsen derrière. Ensuite, en fonction des domaines disciplinaires qui sont, merci, en fonction des domaines qui sont à l'emploi du temps, on va essayer de trouver des activités dans les programmes, mais quand même attractives, qui permettent aux élèves de se remettre aussi dans le bain progressivement. On va donner les premières règles. Dans cette première semaine, il faut aussi, du coup, faire des observations, voir comment les élèves réagissent en fonction de ce qu'on prépare, de ce qu'on propose. Mais j'ai envie de dire, la première semaine, il faudrait presque prendre le temps. Et c'est ce qu'on ne fait pas, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire quand on démarre, parce qu'on est pris par tellement de choses. On voudrait déjà avancer, il y a une pression quand même importante, on voudrait que tout fonctionne déjà bien.
Il faut prendre le temps, il faut s'arrêter. J'aime beaucoup cet exemple d'enseignante qui, le premier jour, attend. Parce que pour pas être à l'arrache et pour pas être dans les urgences tout le temps, il faut savoir faire ça. C'est-à-dire, il faut mettre une pause. Si on se rend compte que ça fonctionne pas, il faut arrêter l'activité, dire voilà, écoutez, là maintenant, j'ai repéré ça, on ne peut pas continuer. Voilà comment je souhaiterais qu'on fonctionne. Et Ouais. il faut le prendre ce temps. Il vaut mieux avoir l'impression en début d'année de perdre du temps, qu'on va pas assez vite, qu'on n'avance pas, parce qu'en fait on n'avance peut-être pas sur le programme, mais non, on est en train d'avancer énormément sur le relationnel, sur la manière dont le groupe classe fonctionne. Et comme on disait tout à l'heure, hein, c'est la manière de construire son autorité. Et ça, c'est fondamental. Il faut prendre le temps de poser les choses de cette manière-là au départ, parce qu'après, ça va rouler. Après, ça roule. Génial. Tout ce que vous me dites me fait beaucoup penser à un de mes vieux maîtres qui s'appelle Daniel Hamon, qui était mon prof de latin en 4e et prof de lettres au lycée. Et toujours quand il découvrait sa classe pour le premier jour, il passait, je pense, 20 bonnes minutes au début du premier cours en silence à établir une relation individuelle avec chaque élève par le regard. Et donc, il était posé là. En plus, il avait vraiment son style de vieux maître, machin, nœud papillon, machin. Et paf, il regardait chaque élève un par un et je ne sais plus s'il disait bonjour ou non. Je crois que c'était vraiment silencieux, mais c'était un truc de mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce fou? Mais c'était une façon d'entrer en relation avec chaque élève. Et voilà, on est dans ce thème de la relation du maître avec les élèves. Et on a entendu plein de choses super intéressantes, un peu sur la posture du maître, du pilote, tu dis Fabienne, vis-à-vis du groupe. Mais je commence à entendre aussi une notion de la relation, elle est aussi unilatérale entre le maître et chaque élève. Et ça, alors j'imagine que c'est pas quelque chose qui se fait le premier jour, ou en tout cas c'est quelque chose qui, j'imagine, va se construire vraiment dans la durée, mais c'est aussi un des enjeux clés du succès de la relation que de réussir à construire une relation individuelle avec chacun. Tout à fait. Alors là, il y a effectivement cette relation, quand tu parles de ton prof de latin, je pense qu'il instaurait il reconnaissait chacun des individus dans la masse. Et ça, les élèves sentent vraiment qu'ils font partie d'une masse au début et ne savent pas si l'enseignant les voit. Et l'enseignant débutant ne sait pas toujours, car par exemple, quand on veut obtenir le silence, une des postures classiques, c'est de se mettre devant le tableau, croiser les bras, montrer qu'on attend et regarder tout le monde un par un. Du coup, quand il y a un échange de regards entre chaque élève, et si on arrive à voir tous les élèves, chacun se sent concerné. Alors que s'il y a des élèves qui ont l'impression que l'enseignant ne les regarde jamais, ils ne se sentent pas concernés, ça ne s'adresse pas à eux ce qui se passe là. Et construire ce cadre-là, il est fondamental. Et par exemple, j'ai une autre anecdote. Je me rappelle qu'une remplaçante, une fois j'avais fait une formation pour les titulaires remplaçants, et une remplaçante très expérimentée nous disait, moi, chaque fois que j'arrive dans une classe, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas quelles sont les habitudes. Donc ma première tâche, quand c'est pas en maternelle, quand c'est en élémentaire, je leur demande de me faire un plan de la classe, je leur dis bonjour, et je leur demande de me faire un plan de la classe avec tous les noms des élèves et montrer la place où ils sont. Et elle leur disait, demain, je vous reconnaîtrai tous grâce à ce plan. Et du coup, pendant qu'ils faisaient ça au travail, elle découvrait le fonctionnement de la classe et elle prenait le train de la journée en route et elle les faisait travailler de la façon la plus habituelle possible pour que les élèves ne soient pas perturbés par le fait qu'elles soient nouvelles. Et le lendemain, cette maîtresse était capable de lire les plans, d'apprendre tous les noms des élèves. Elle les avait vus, observés tous un par un dans la journée. Et le soir, elle apprenait les prénoms. Et le lendemain, elle était capable d'appeler les 25 élèves par leur prénom
rien qu'en ayant étudié ses devoirs du soir, c'était d'apprendre tous les prénoms des élèves de la classe. Génial. Et le lendemain, les élèves étaient scotchés parce qu'elle était capable d'interpeller chaque élève par son prénom. Et c'était plus un élève inconnu, c'était Fabienne ou Michel ou c'était quelqu'un ou Benjamin, quelqu'un de très concret, quoi. Ouais. Et alors je pense que c'est un premier jalon super important d'être capable d'appeler un élève par son prénom et de le reconnaître individuellement, de lui dire bonjour, de machin. Mais tous ne sont pas, voilà, ce ne sont pas des clones les uns des autres. Et j'imagine qu'il y a un enjeu supplémentaire qui est de comprendre les besoins spécifiques de chacun. Et d'autant plus qu'on est aujourd'hui dans un contexte où l'école qu'on va qualifier d'inclusive, je crois depuis à peu près 2005, si je me trompe pas, est une école qui accueille tous les élèves voilà. Des élèves qui, pour certains, vont être très scolaires, comme on dit parfois, et très à l'aise, et comme un poisson dans l'eau à l'école, machin. Pour d'autres, comme tu disais au début, Michel, pas du tout content d'être là. Pour d'autres, et certains vont avoir ce qu'on appelle, je crois, dans le jargon de l'éducation nationale, des besoins éducatifs particuliers. Des difficultés d'apprentissage, peut-être même des handicaps. Et tout ce petit monde se retrouve dans une classe de 25 élèves et le maître doit faire avec, n'est-ce pas? Oui, bah oui, tout à fait, parce que il y a plein de profils, mais c'est la classe, c'est un milieu humain avec plein de profils, plein de décalages. Chacun ses différences et puis mais chacun ses richesses aussi, chacun ses talents. Alors, ce qui est important, quel que soit le type d'élèves qui sont présents dans la classe, parce que bah, la classe est de droit pour tout le monde, hein, d'autant plus avec l'école inclusive maintenant. Il faut prendre le temps d'observer les élèves dans ce qu'ils font et pas viser uniquement le résultat à l'objectif qu'on a voulu atteindre ou à la séance qu'on a bouclée. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de prendre le temps d'observer. Pendant la première semaine, il faut proposer différents supports relativement denses. Ça ne veut pas dire très compliqué, hein, mais de manière à ce que pendant que les élèves sont au travail, on puisse prendre le temps d'observer ce qui se passe. Et on va vite repérer, même quand on débute, on peut faire une grille d'observation avec ceux qui vont y aller directement, qui vont se mettre au boulot, ceux qui vont développer tout un tas de dérivatifs, soit parce qu'ils n'ont pas compris la consigne, soit parce qu'ils n'ont pas le matériel, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils partent avec leurs voisins. On va pouvoir observer ça en combien de temps ils se mettent sur l'activité. Ensuite, on peut observer aussi les élèves qui auront besoin tout de suite d'avoir l'enseignant pour eux. C'est-à-dire ils vont maîtresse, maître, voilà, ils vont tout le temps solliciter l'enseignant pour avoir une aide, même si elle n'est pas justifiée, hein, mais simplement ils ont besoin d'une attention particulière. Et puis on peut observer la durée de la tâche. Il y a les gamins qui vont bâcler ça vite fait pour faire autre chose. Il y a ceux qui vont faire des efforts longtemps et puis qui vont réussir. Il y a ceux qui vont essayer, qui vont faire des efforts et puis qui vont s'énerver parce qu'ils n'y arrivent pas. Du coup, ils vont bâcler ou alors ils vont. Et ça, sur ces 3 critères d'observation-là, dans la première semaine, quel que soit le profil de l'élève, on a déjà des indicateurs qui nous permettent d'identifier les besoins peut-être de l'un ou de l'autre et déjà de penser à une forme de différenciation. C'est-à-dire de se dire, bah, celui-là, faudra peut-être que j'aménage parce que si c'est un élève rapide, bah, il a fini avant tout le monde, donc il s'ennuie, donc peut-être il fait le bazar. Et puis cet élève-là qui est plus lent, à qui on a dû redire 3 fois la consigne, eh bien, peut-être qu'il a besoin d'un exercice plus court, peut-être qu'il a besoin de supports pour l'aider, des référentiels pour savoir, ne serait-ce que les consignes, hein, entre s'il faut découper, coller, souligner ou
c'est pour ça que la première semaine, quelles que soient les difficultés des élèves, enfin moi, quand j'étais même en Ulysse collège, j'ai commencé par ça la première semaine. J'avais un groupe d'élèves d'âge 6e à la 3e, tous dans la même salle au démarrage. Ou alors quand j'étais en classe d'intégration scolaire, enfin en Ulysse aujourd'hui, il y en avait 12, de 6 à 12 ans, donc il y a des écarts énormes. Et le fait sans connaître un dossier, sans avoir une indication, on n'a pas forcément besoin d'avoir un diagnostic, de le mettre dans des cases tout de suite, les gamins. On peut, avec une grille d'observation relativement simple pour ne pas être noyé dans ce qu'on veut observer, on peut déjà prendre des indicateurs qui vont nous permettre d'adapter, de regarder chacun, de commencer à regarder chacun avec ses particularités et finalement de commencer un tout petit peu déjà à adapter, à différencier. Ok, alors j'entends plusieurs choses que j'aurais envie de creuser un peu. D'abord, je vous entends pas mal depuis plusieurs minutes dire en fait il faut regarder quoi. Il faut regarder, il faut être attentif et vous dites dans le livre, je crois à un moment, noter les choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir un carnet et faire des observations, c'est ça? Mais Oui, je crois qu'il ne faut pas faire confiance à seulement sa mémoire. Ouais. Et alors, je voudrais revenir sur l'idée de temps. Là, autant le premier jour, ça vaut le coup de connaître tous les prénoms des enfants et sans les apprendre par cœur, on peut leur demander de mettre un petit chevalet en papier sur la table. Du coup, le premier jour, on s'adresse à un enfant en l'appelant par son prénom. Ça, c'est fondamental tout de suite. Par contre, Fabienne disait qu'il faut se donner plus de temps et j'insiste là-dessus. On peut se donner du temps pour découvrir tous les élèves et il faut les connaître tous bien au-delà de leur prénom. Et certains sont, dès le premier jour, c'est des caricatures, donc il y a le rigolo, vous allez le repérer tout de suite, il se fait remarquer tout le temps, il ne supporte pas qu'on ne le regarde pas. Le timide ou celui qui sort des choses étonnantes, il va vous surprendre et vous accrocher le premier jour aussi. Et petit à petit, il y a des élèves qui sont beaucoup plus discrets, qui se fondent dans la masse. Donc ceux-là, il va falloir petit à petit aller chercher à les connaître au travers de leur travail, au travers de leurs réactions, au travers de leur comportement relationnel avec les autres, par rapport à vous, par rapport aux adultes, ainsi de suite. Et du coup, de se faire ne serait-ce qu'une simple grille et l'alimenter, ça permet au bout de 15 jours de se rendre compte que tel élève, Margot, je ne sais rien d'elle en fait, elle est discrète, je ne sais même pas comment elle travaille, je ne l'ai pas repérée. Et du coup, si je me rends compte qu'au bout de 15 jours, je ne sais rien sur Margot, je vais aller la traquer, la chercher, l'observer, regarder, discuter avec elle pour la comprendre et voir comment elle fonctionne parce qu'elle est passée inaperçue pendant 15 jours. D'accord, alors j'ai 3 questions dans le chat sur ces éléments, sur ces histoires de observer, noter, apprendre à connaître les élèves un par un. Metz Gourmands demande quels éléments doivent figurer dans la grille d'observation. Donc, tu en as un peu parlé, Fabienne, mais peut-être que tu pourras redire un peu. Oui, ouais. On peut noter si les élèves se mettent au travail, comment ils réagissent à une consigne, par exemple, est-ce qu'ils réagissent à la consigne, quelque chose autour de l'autonomie, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont appeler 5 fois l'enseignant, est-ce qu'ils vont avoir besoin qu'on leur redise tout le temps le matériel dont on a besoin, et puis aussi la persévérance sur la situation, quoi. Est-ce que parce que la persévérance, ça donne une idée de leur positionnement par rapport au travail, par rapport aux erreurs, par rapport à leur image aussi. S'ils pensent qu'ils sont nuls, ils vont pas se lancer dans l'activité. Donc voir, noter ceux qui démarrent tout de suite et c'est juste, ceux qui ont mis un quart d'heure à s'y mettre et puis finalement n'ont rien produit. Ça, c'est des critères pédagogiques qui permettent de situer l'élève par rapport aux apprentissages. Il peut y avoir un autre plan qui serait un critère plus affectif, c'est-à-dire est-ce que comment est l'enfant là, du coup j'ai envie de dire comment est l'enfant dans le groupe, quoi. Est-ce qu'il est isolé, est-ce qu'il a tout le temps, si c'est un rigolo, il va faire tout un tas de bêtises pour attirer l'attention. Est-ce qu'au contraire c'est quelqu'un qui est très replié, qui parle pas du tout, qui lève jamais le doigt, qu'on n'entend pas le son de sa voix.
Donc il y a cet aspect-là affectif, mais aussi social, la place dans le groupe, le lien par rapport à l'enseignant, une forme de dépendance ou d'autonomie. Ça fait 5 ou 6 critères, c'est pas la peine de se noyer dans trop de critères. Par contre, donc cette grille, elle doit être relativement simple, mais il faut noter par ailleurs dans un carnet ou dans le cahier journal, par exemple aussi, quand on remarque des choses vraiment qui sortent de ce qu'on pouvait imaginer. Soit il y a vraiment un comportement très bizarre qui interpelle, soit il s'est passé une situation, un conflit ou autre qui interpelle, qui est désarmant, pour pouvoir y revenir dessus et réfléchir ensuite, pas dans le vif de la classe, mais en différé le soir chez soi ou après en équipe avec les collègues, discuter de cette attitude ou de cette situation qui nous ont désarçonnés, qui nous ont éventuellement fait mis vraiment en difficulté pour savoir par quel bout reprendre les choses par la suite. D'accord, merci Fabienne. On voit mieux ce qu'on peut mettre dans une grille d'observation et quels sont les éléments à observer et à noter. Je voudrais juste relayer des questions du chat à ce sujet qui vont un peu toutes dans le même sens. Milou, qui est PES, professeur des écoles stagiaires, nous dit « Mettre en place une grille d'observation est compliqué pour moi. » Est-ce que vous avez des conseils à ce sujet, s'il vous plaît? Anne Soso, Oui. que je salue, si c'est la même Anne Soso que je connais de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je ne sais plus, nous dit « J'arrive pas à prendre le temps de noter tout ce que je remarque. » Et Axel nous dit « J'ai 26 élèves dans ma classe, CP et CE1. Et je n'arrive pas à noter tout ce que je remarque sur chaque élève. En revanche, avec le temps, j'ai appris à connaître le caractère de chacun. » Ouais. Alors moi c'est vrai que quand j'écoutais Fabienne tout à l'heure, je sens l'enseignant spécialisé qui est confronté à des élèves où ils ont tous des problèmes, quoi. Quand on a une classe une Ulysse et compagnie, tous les enfants ont des problèmes, donc il faut identifier chaque problème de chaque enfant. Après, dans une classe plus ordinaire, on peut être beaucoup plus soft et se faire juste une grille avec les prénoms des élèves et des colonnes, des lignes et des colonnes, et en gros se demander, on peut se poser la question, est-ce que cet enfant est capable de se comporter en élève et est capable de faire le job qu'on lui demande sans grande difficulté? Et si il est élève et qui s'empare des tâches et qui se met au travail relativement vite et qu'il arrive plus ou moins avec des erreurs normales, en gros c'est RAS, quoi. C'est l'élève lambda. Et on va commencer par repérer les élèves qui ne se comportent pas comme ça. Celui qui est toujours en train de faire le mariole pour éviter de se mettre au travail, ou celui qui fait semblant de se mettre au travail mais qui en fait n'y arrive pas, il est en grande difficulté, il n'ose pas parler. Et c'est ces élèves un peu particuliers qu'on va commencer à identifier et poser juste quelques mots, les mots qui nous viennent spontanément, sans se donner des critères trop précis et compliqués à remplir, juste quelques mots-clés qui identifient l'élève. Il est inquiet, dès que je demande de se mettre au travail, il lève le doigt, il veut se rassurer et il n'ose pas se confronter à la tâche, ou au contraire, il a l'air de foncer à se mettre au travail tout de suite, mais il bâcle le travail et il ne le fait pas vraiment, il fait semblant de faire du travail. Donc, repérez d'abord les élèves qui ont des difficultés particulières, et c'est ceux-là qui vont être repérés. Et après, se donner du temps quand on a repéré cela, c'est ce qu'on repère le plus facilement. Est-ce que les autres se mettent au travail correctement et aller de plus en plus dans des observations fines? Mais au tout début, je dirais, il faut se rassurer et se dire quels sont les élèves qui arrivent à faire un travail lambda quand je leur donne un travail basique, ceux qui arrivent à le faire plus ou moins bien avec plus ou moins de réussite. Donc il existe encore des élèves lambda, demande Nathalie. Oui, oui. Il faut pas s'enfermer soi-même dans une grille qui serait trop complexe, hein. Bien sûr, elle n'a de sens que lorsqu'on remarque une difficulté. Pour la majorité des élèves, à la limite, comme disait Michel, il n'y aura pas nécessité de faire des observations spécifiques, bien sûr, hein. Mais alors, pour la minorité d'élèves, pour qui c'est wow, c'est chaud là, c'est vraiment compliqué. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire si on a un élève pour qui on trouve que c'est vraiment très compliqué et qu'on se sent démuni, qu'on
n'y arrive pas et que voilà. Est-ce qu'on a des recours quand on est jeune prof et qu'on a un Oui. élève à qui on ne s'en sort pas? Michel, tu veux prendre? Ouais, je commence. Alors, effectivement, quand on arrive, déjà, il faut arriver soi-même à instaurer un cadre de travail, un cadre de fonctionnement dans la classe où tout le monde accepte de jouer à ce jeu-là. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé à ça, c'est difficile de repérer les difficultés spécifiques aux élèves. Une fois que la classe fonctionne, qu'on arrive à les mettre au travail et que tout le monde joue le jeu scolaire, on va vite repérer des enfants qui n'arrivent pas à jouer à ce jeu-là, à remplir le contrat, à travailler, à être calme, à faire le boulot. Donc, il va falloir se focaliser sur ces enfants-là et se demander c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème pour ces gosses ? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à faire le travail ordinaire ? Et là, on peut avoir plusieurs cas de figure. On peut avoir des problèmes liés au comportement. Et l'enfant a toutes les capacités intellectuelles pour faire le travail, il a des connaissances et compagnie, sauf qu'il est en rébellion contre ce que vous lui imposez. Et là, c'est des problèmes de conduite de classe. Donc là, on peut faire appel à un conseiller pédagogique, un formateur ou un maître formateur qui va venir et qui va observer comment vous vous y prenez et corriger, vous proposer quelques pistes pour corriger des bêtises bien légitimes que vous pouvez faire quand vous débutez. Et vous pouvez lire aussi le livre, parce qu'on les a un peu identifiées, ces bêtises, et l'idée, c'est comment faire le moins possible de bêtises pour que la classe fonctionne, déjà. Donc, ces gamins-là, où il y a des problèmes de conduite de classe, ça peut se réguler avec ces conseils-là. Après, on a des difficultés plus profondes, où il y a des enfants qui sont en retard, qui ont des manques de connaissances, ils ont des lacunes énormes, ils ont cumulé beaucoup de difficultés, mais c'est encore des difficultés ordinaires qui peuvent être régulées par la différenciation. Donc, eux, on va un peu aménager les tâches. Et là aussi, les formateurs, conseillers pédagogiques et maîtres formateurs peuvent donner des pistes pour aider à différencier les tâches. On ne va pas donner le même contrat de travail à tout le monde. On commence à différencier. Et puis, on a des difficultés plus profondes où on a des enfants qui relèvent du handicap. Et là, il ne faut surtout pas, en tout cas, même quand on a des difficultés, toutes les difficultés, finalement, il ne faut pas rester tout seul face à ces élèves-là. Et il faut essayer de mettre en place un réseau d'adultes et de gens qui s'y connaissent pour éviter de faire des bêtises trop longtemps. Et donc, il y a tout un tas de dispositifs, et là, Fabienne va peut-être nous en parler parce qu'elle le connaît mieux que moi, mais il y a l'équipe déjà parler autour de soi avec les collègues de l'école, en parler avec le directeur ou la directrice, en parler aux formateurs quand ils viennent vous voir les fois où ils viennent vous faire une visite. Mais après, il y a tout un tas d'autres dispositifs qu'on appelle le RASED, il y a la psychologue scolaire, les maîtres E, maîtres G, et là, peut-être Fabienne va expliquer plus en détail. Oui, par rapport aux élèves en difficulté ou handicapés, on peut aussi, quand on arrive en début d'année, peut-être pas au niveau de la maternelle, mais pourquoi pas, en parler aux collègues des années précédentes, parce qu'ils ont peut-être aussi, dans un premier temps, s'ils connaissent l'élève sur des années précédentes, ils peuvent déjà dire, alors après, il faut prendre avec des pincettes, hein, parce que les élèves évoluent en fonction de l'enseignant qu'on est, ils peuvent aussi se comporter de manière différente. Mais en équipe, voilà, la première chose, comme disait Michel, c'est de ne pas rester isolé et d'essayer de prendre des infos les plus neutres, on va dire, sans trop de peur sur le profil de l'élève. Donc, les collègues des années précédentes ou le conseiller de cycle, évidemment. On peut aussi demander un petit peu aux parents, on peut recevoir les parents simplement, pas pour leur dire déjà que ça va super mal, mais voir un petit peu avec eux s'ils ont des choses à nous dire sur comment se comporte le gamin, s'il y a des particularités auxquelles il faut faire attention. Et une fois qu'on a fait ces premières étapes, on peut, avec l'accord des parents, de toute façon, demander l'aide du réseau d'aide spécialisé. Un maître spécialisé à dominante pédagogique, c'est le maître E. C'est lui qui va pouvoir peut-être apporter des réponses au niveau de la gestion des apprentissages ou de faire On peut demander, pardon, mais Fabienne, tu dis on peut demander à qui on demande en fait si on veut être aidé par un maître ou par. Eh ben, dans toutes les écoles, il y a affiché, il y a une affiche spécifique avec l'adresse du réseau, le numéro de téléphone pour contacter le réseau d'aide. Et donc, il faut téléphoner pour demander. Mais ça, normalement, c'est un affichage obligatoire dans toutes les écoles. D'accord.
Et le directeur et la directrice connaissent tout ça, donc il faut connaissent tout demander. ça, ouais. Voilà. Voilà, c'est le directeur ou la directrice qui se font le relais. Pour l'intervention du réseau, eh bien, il faut l'accord des parents. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux rencontrer les parents avant et puis voir un petit peu avec eux comment leurs sentiments, comment ça se passe en ce moment. Donc, le réseau d'aide peut intervenir en fonction des profils. Il y a aussi des maîtres à dominante rééducative, les maîtres G, et les psychologues de l'éducation nationale interviendront si vraiment il y a des difficultés notoires qui nécessiteraient peut-être de faire un bilan psychométrique. Voilà, ça c'est pour le côté difficulté scolaire. Et du côté du handicap, si l'élève est déjà reconnu en situation de handicap par la MDPH, ben, il y a une personne à contacter, hein, c'est l'enseignant référent du secteur. Alors, selon les départements, il a différents noms. Hein. Ça peut être l'enseignant référent ASH ou bien école inclusive maintenant. Ça peut être l'enseignant référent. Voilà, mais c'est cette personne-là qu'il faudra contacter pour avoir des éléments beaucoup plus précis sur le profil de l'élève, ses besoins, ses difficultés. De toute façon, si l'élève est reconnu en situation de handicap, il y a au moins une réunion par an d'équipe de suivi de scolarisation. Alors, avec les parents, avec l'enseignant référent, ASH, enfin école inclusive, et puis avec les différents autres adultes qui interviennent peut-être. Alors, pardon Fabienne, mais j'ai des réactions dans le chat que j'aimerais te retranscrire parce que voilà, Magali d'abord qui nous dit en fait c'est Magali et il y a une discussion dans le chat que je trouve intéressante et j'aimerais bien entendre votre réaction par rapport à ça. Magali nous dit: j'ai dans ma classe une élève avec plusieurs troubles 10. Elle en use et en abuse. J'ai rencontré les parents pour le manque de travail et les parents mettent systématiquement les troubles 10 en avant. L'enfant en joue et ne travaille pas. Que puis-je faire pour inverser la tendance ? Ce à quoi Marie lui répond: les 10 souffrent parfois de problèmes de concentration. Établir un contrat de confiance pour améliorer le comportement et des exercices adaptés sont des pistes. Et Marine, répond à Magali: comment savez-vous qu'elle en use et en abuse ? Si elle est dans une attitude d'évitement, c'est que sa confiance en elle est touchée et ses stratégies inefficaces. Et donc Magali nous répond: merci, les exercices sont déjà adaptés, son travail est réduit. Quotidiennement, elle est la première à finir, le travail est bâclé et quand je lui demande de faire plus, elle répond: je ne peux pas, je suis en difficulté. Je me trouve dans une impasse. Ouais. Merci. Alors, c'est vrai que tous les ans, les enseignants sont confrontés à des élèves qui ne veulent pas forcément jouer le jeu scolaire et en fonction de ce qu'ils vivent à la maison, en fonction de leur caractère, en fonction de plein de facteurs, et ils ne vont pas forcément jouer le jeu qu'on attend d'eux. Hein. C'est pour ça que je parlais de la vision romantique du métier. Là, elle se casse la figure quand on est confronté à ce genre de type de situation. Et c'est très culpabilisant parce que quand on devient enseignant, en général, on a envie de bien faire et de faire que chaque enfant progresse, aille le plus loin possible, réussisse tous les apprentissages qui sont prévus par les programmes. Mais il ne faut pas oublier que la classe a une dimension collective et l'enseignant propose des situations d'enseignement à un ensemble d'élèves et il va jongler avec la diversité de ses élèves pour faire que chacun au mieux s'engage déjà dans les tâches qu'il propose, c'est pas gagné. Et là, on voit que cette gamine, elle ne veut pas rentrer dans les tâches et elle prétexte, malgré que les tâches soient adaptées, elle prétexte ses difficultés pour dire je veux pas le faire, je peux pas le faire, c'est pas ma faute. Et donc la difficulté, c'est il faut à la fois trouver des tâches pour faire travailler tout le monde, mobiliser tout le monde, c'est pas donné. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la différenciation qui permet d'ajuster certaines tâches à certaines difficultés d'élèves, mais on ne peut pas proposer 25 menus à 25 élèves tous les jours en permanence, quoi. Il y a une base commune et on ajuste à la marge le moins possible pour certains dans des cas de figure bien précis.
Et soit les parents, alors là, ça rejoint aussi la communication avec les parents, parce que quand on a un élève qui a des difficultés particulières, nous, on commence à voir des choses en classe. Fabienne dit, il faut vite se renseigner au début avec les parents, ben, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours simples, quelle est votre vision? Et des fois, c'est conjoncturel. Ben, quand les parents se séparent, ça arrive très fréquemment. Le gamin, quand il voit ses parents se déchirer, il arrive à l'école, il n'a pas la tête à ce qu'on va lui demander. Quand il est préoccupé par sa vie familiale, il n'est pas disponible. Donc c'est temporaire, c'est une période, ça peut être très compliqué pour lui, où il y a d'autres choses assez graves qui peuvent se passer dans la famille. Donc tous les enfants ne sont pas disponibles à 100% quand ils arrivent dans la classe. Et la relation avec les parents est importante à mettre en œuvre, parce qu'au début, c'est toujours un peu délicat et compliqué. On se sent, en particulier quand on ne se sent pas légitime et complètement compétent, dès que d'un parent vient et râle pour ceci ou cela, on est mal à l'aise, on ne sait pas trop quoi dire, parce qu'on se dit qu'il a peut-être raison, quoi. Parfois, il a raison, mais des fois, non. Et vous, votre rôle, c'est de piloter la classe et de faire en sorte que tous les élèves profitent au maximum des situations d'enseignement que vous leur proposez. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, quoi. Il y a un moment donné où il faut que les parents jouent leur rôle aussi et convaincre leur enfant que ce qui est bien, ce qui se passe à l'école. Donc, c'est bien des fois de discuter avec les parents pour s'entendre avec eux et voir c'est quoi le problème. Mon enfant a un handicap, a une difficulté, il est 10 ceci ou 10 cela. Ok, ben, j'entends, donnez-moi des informations pour que je puisse adapter le travail à ces difficultés, mais vous n'allez pas pouvoir tout transformer en permanence. Donc il y a des moments donnés où l'enfant doit aussi faire l'effort de participer à ce qui est collectif et à faire son possible. Et si la famille et l'enfant ne jouent pas cette partie-là du contrat, il y a un moment donné, vous êtes limité, quoi. Donc il va falloir faire appel à de l'aide extérieure. Et il existe. Et alors après, je voudrais aussi rebondir pour compléter ce que disait Fabienne. Je dirais qu'il y a 3 niveaux d'adaptation pour les élèves. Il y a le fonctionnement de la classe avec quelques tâches aménagées dans le cadre de la différenciation. Pour des cas un peu plus difficiles, il y a les APC, les activités pédagogiques complémentaires, où normalement, chaque jour, les élèves, on peut prendre quelques élèves, 5-6 élèves, une demi-heure à un moment donné où c'est fixé dans l'école. Des fois, c'est le matin avant la classe, ou pendant le temps cantine, ou le soir après la classe. Et là, on propose à quelques élèves qui ont des difficultés identifiées un petit travail particulier avec très peu d'élèves, donc vraiment des tâches individualisées où l'enseignant s'ajuste au niveau du gamin pour lui permettre de dépasser les obstacles qu'il rencontre. Et le 3e niveau, c'est faire appel au réseau d'aide, mais là, de suite, c'est une grosse machinerie, c'est très compliqué, ça prend du temps, et c'est pas parce qu'on a envie que demain l'élève soit fini par un maître du RASET que ça va arriver. Ça prend beaucoup plus de temps que ça, et c'est bien complexe, et ça demande un travail d'équipe pour identifier le problème et enclencher la machinerie, quoi. Ok. Fabienne, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Alors, pas sur ce que Michel vient de dire, parce que c'est très compliqué sur ce thème-là. Juste peut-être par rapport aux élèves 10 en particulier. Alors, très à la marge, certains peuvent en jouer. Ouais. Mais c'est marginal. Alors, peut-être que cette collègue rencontre cette situation, mais c'est quand même très à la marge. Ce qu'il faut savoir sur les 10, alors ça va être compliqué en 2 minutes, mais que dire? Souvent, on a remarqué. On refera un live spécial 10 si tu veux. Volontiers, oui. Ça serait bien. J'ai envie de donner trois. Vas-y. Donc, c'est très à la marge. En général, ils ne sont pas du tout de ce profil-là, même si, encore une fois, je ne veux pas du tout catégoriser les élèves. Hein. Ce qu'on sait des troubles 10, c'est qu'en général, il y a une intelligence préservée, les fonctions cognitives globales sont préservées et même parfois au-delà. Ce qui peut peut-être expliquer un petit peu le jeu de manipulation que fait l'élève en question. Malgré cette intelligence préservée, il y a des difficultés importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces élèves-là, ils donnent beaucoup d'énergie à essayer de trouver des moyens de compenser ce qu'ils n'arrivent pas à faire comme les autres. Et du coup, ça entraîne de la fatigue et ça peut entraîner moins d'efforts parce qu'en fait, on n'imagine pas tout ce qu'ils sont obligés de mettre en place dans ce qu'on appelle les opérations mentales pour arriver à faire peut-être même pas aussi bien que les autres. Et pourtant, ils ont donné tout ce qu'ils ont pu. Et la 3e chose, c'est que si on est en face de troubles 10 avérés,
c'est-à-dire avec un diagnostic, c'est-à-dire pas avant le CE1 ou le CE2. À partir de là, on peut mettre en place un PAP, hein, un plan d'accompagnement personnalisé dans lequel on va fixer des objectifs et qui est aussi co-signé par les parents. Et donc là, on peut vraiment redonner un cadre, que ce soit pour les contenus scolaires, mais aussi pour le comportement, avec la notion d'effort, avec la notion de jeu scolaire, de jouer le jeu, comme dit Michel, parce qu'on est dans l'institution, il y a des apprentissages à faire, et ça, c'est un cadre qui existe, dont il faut s'emparer. Si les troubles 10 sont diagnostiqués, ça permet souvent de recaler un petit peu les dysfonctionnements, les dysfonctionnements qui peuvent arriver dans le comportement ou dans ce qu'on attend des résultats scolaires de ces élèves-là. D'accord. Alors merci pour vos réponses. Pardon, en fait, je crois qu'il va falloir qu'on se revoie, Fabienne, Michel, parce que d'abord, l'idée d'un live spécial 10 ou difficultés d'apprentissage, etc., est plébiscitée dans le chat. Mélanie, Magali, Stéphanie le réclament. Marine demande si un live autour du handicap TSA est prévu. Je ne sais même pas ce que c'est que... Ah si, troubles spécifiques d'apprentissage, j'imagine. Donc, oui, bien sûr, vos désirs sont des ordres, on va faire ça, ça va être super. Mais je n'ai pas posé le quart de la moitié du commencement des questions que la lecture de votre super livre que je remontre ici, les premières années d'enseignement, avait suscité. J'aurais plein d'autres choses. Voilà, on n'a pas du tout abordé notamment toute la question de la technique de jeu du prof qui doit faire classe. Et il y a plein de choses passionnantes dans votre livre sur la mise en activité, sur le sas à respecter entre le moment où l'élève n'est pas encore un élève et le moment où, paf, il arrive en classe, etc., sur la passation de consignes. Voilà, il y a plein de choses dont j'aurais voulu vous parler, mais dont je ne vais pas pouvoir vous parler ce soir. Donc, il faut vraiment je sais pas, on va peut-être faire un rendez-vous numéro 2. Votre bouquin est très riche, très dense. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on n'ait pas réussi à parler de tout. Mais j'aimerais, pour conclure, et parce qu'il est 20h27, et que j'ai promis de rendre l'antenne à temps pour que chacun puisse avoir le temps non seulement de dîner, mais aussi de regarder Top Chef. Vous savez que ce soir, c'est le premier épisode de Top Chef que nous attendons tous avec une impatience et une excitation folle. Mais donc, j'aimerais vous poser pour finir une question. Attention, c'est du gros lourd. Une question qui forme le titre d'un article publié par un éminent chercheur qui s'appelle Michel Bourbao. Qu'est-ce qu'un bon enseignant? Ouais, je crois que tu fais référence à un article Qu'est-ce qu'un enseignant compétent qui était paru dans une revue il y a une dizaine d'années à peu près. Ouais. Alors, dans cet article, j'avais parcouru un peu le point de vue des enfants. Alors souvent, c'est un maître gentil qui nous fait bien travailler, qui est assez sympa, qui n'est pas trop sévère. Après, le point de vue des parents. Alors les parents, ils veulent un maître plus exigeant, mais sympa aussi, quoi. Donc il faut à la fois être sévère, mais gentil, et bien faire travailler les enfants. Le point de vue de l'institution, avec quand les inspecteurs inspectent et font des inspections, comment ça se passe une inspection, qu'est-ce qu'on observe. Donc, comment c'est vu la compétence du point de vue de l'institution. Après, les chercheurs, il y a différents, par exemple, on parle beaucoup de l'effet classe, l'effet maître, il y avait tout un tas de données de ce style. Ensuite, on a vu apparaître, il y a une vingtaine d'années, des référentiels de compétences. Et ça, c'est intéressant parce que ça identifie c'est quoi les différents savoir-faire des enseignants, les compétences. Et j'avais croisé celles du Canada, de la Suisse, de la Belgique et de la France. Et il y en a eu plusieurs, donc ça évolue.
Et en fait, ce qu'on retrouve au final, c'est qu'un enseignant compétent, c'est que c'est un enseignant qui sait mettre ses élèves au travail, qui fait accepter un cadre de vie qui permet de fonctionner à 25 élèves dans une classe au niveau de la vie sociale. Et il sait créer les conditions de son enseignement, parce que pour enseigner, autant faut-il que les conditions soient mises en place. Et là, c'est tout, ça relève de la conduite de classe. Et ensuite, que les tâches qu'on propose soient adaptées aux élèves, donc ça relève de la didactique, et qu'on mélange un peu toutes ces facettes-là. Et en fait, je voulais alerter dans cet article toute la dimension conduite de classe qu'on n'a pas trop évoquée ce soir, mais que tu as un peu soulevé. On se rend compte que l'effet maître est très important, et l'effet maître, c'est comment l'individu arrive à créer un climat de classe, à mettre ses élèves au travail, à gérer tous les problèmes de vie sociale dans la classe, et propose des tâches qu'il arrive à individualiser. Et donc là, il y avait tout un tas de compétences de conduite de classe qui, à l'époque, n'étaient pas vraiment abordées et qu'on commence à voir dans les formations. Alors, j'espère que les collègues qui sont en formation ont des informations à ce niveau-là, mais ça reste encore très marginal, hélas. Et pourtant, et du coup, on doit créer ces compétences au niveau de la conduite de classe et son répertoire de gestes professionnels de façon empirique, un peu sur le tas, en faisant des bêtises, des erreurs, c'est normal. Mais ça prend du temps, et il faut être accompagné pour arriver à corriger tout ça et à développer tout un tas de savoir-faire, parce que c'est un métier complexe. D'accord, merci Michel pour ta réponse. Donc rendez-vous pour un prochain live sur la conduite de classe, tout ce qu'on n'a pas réussi à aborder ce soir, et comment mettre les élèves au travail, passer les consignes, etc. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai trouvé vraiment plein de choses très intéressantes dans votre livre là-dessus. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et Fabienne, est-ce Très volontiers, que ouais. tu veux nous donner ta réponse à toi sur voilà, cette question qu'est-ce qu'un bon enseignant? Qu'est-ce que c'est qu'un enseignant compétent? Alors, un enseignant compétent, moi je dirais que c'est quelqu'un qui est un peu magicien, parce qu'il faut arriver à prendre en compte tout l'ensemble énorme de paramètres qui sont la classe, qui est le monde scolaire, pour faire réussir ses élèves. Donc, il y a une technicité, c'est sûr, mais voilà, il y a ce côté magique un peu quand la classe tourne, quand les élèves sont au travail et qu'on voit des progrès. C'est ça qui fait la beauté du travail. Génial. Donc, un métier de magicien. C'est super. J'espère Mais il y a des tours de que. main derrière. Hein. Il y a des tours de main derrière la réussite du magicien. Voilà, Ah bah c'est c'est du pas. boulot, hein, d'être Du boulot. magicien. Faut pas croire, hein, c'est des heures et Je des me suis milliers d'heures permis de de, répétition. je me suis permis cette image parce que la base a été donnée par Michel. Donc, j'ai Ouais. apporté la petite touche une petite touche différente. Voilà. Complètement. En tout cas, merci. Je vous remercie personnellement, mais surtout, je relais les remerciements de Lalilo, de Camille, Alexis, Anna, Metz, Valérie, Julien, Émilie, Lucie et les autres qui vous remercient pour ce live très intéressant, très enrichissant, très sympa, qui donne envie de se reconvertir en instituteur. Julien, écoute. Bien sûr, on a besoin de toi, mon vieux, viens. Il faut qu'on se revoie, je pense. Il faut qu'on fasse un épisode 2, un Oui, épisode 3. Il faut qu'on revienne sur la conduite de classe avec Michel, peut-être. Qu'on revienne sur les besoins éducatifs particuliers avec toi, Fabienne. On va se refaire des lives, c'est promis. Merci beaucoup, en tout cas, d'abord d'avoir bossé dur pour pondre ce manuel à l'intention des néo-profs, premières années d'enseignement, qui est très riche. Hein. Je peux vous dire qu'on a abordé que une petite fraction de ce qui se trouve dans ce livre, donc vraiment n'hésitez pas à aller à la source et à vous procurer ce livre qui est extrêmement instructif et riche et passionnant.
Merci de votre participation, merci de votre témoignage et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, merci beaucoup et bonne soirée. Bonne À bientôt soirée. et bon courage à tous les jeunes collègues qui démarrent dans le métier. C'est un métier complexe, mais quand on le maîtrise, il est passionnant et très riche et il a beaucoup de sens. Voilà. Absolument. Yes. Au revoir. Au revoir tout Bonne le soirée. monde. Au revoir. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Bye bye.